2 casques bleus ont perdu la vie au nord du Mali. Les soldats de la MINUSMA faisaient partie d'un convoi de logistique. Le patron de l'organisation onusienne s'est indigné. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé veut influer sur la présidentielle d'octobre prochain. Son parti vient de lancer une plateforme. Objectif affiché, la mobilisation de 3 nouveaux millions d'électeurs. Et puis, la construction du barrage électrique sur le Nil continue de diviser les 3 pays protagonistes. L'Égypte accuse l'Éthiopie de vouloir la prendre en otage. Le Soudan se dit tout aussi inquiet. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction le Mali où 2 soldats de la mission des Nations Unies ont été tués dans le nord du pays. Leur convoi reliait Tessalit à Gao lorsqu'il a été attaqué par des hommes armés non identifiés. L'information a été rendue publique par l'organisation onusienne. Le convoi était à l'arrêt quand il a été attaqué vers la commune de Tarkent, au nord-est de Gao, plus grande ville du nord du Mali. Les casques bleus de la MINUSMA ont riposté avec fermeté et mis en fuite les assaillants, a indiqué la force de l'ONU. Cité dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la mission Mahamat Saleh Anadif a fait part de son indignation et de sa profonde peine et a condamné des actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations de la mission sur le terrain. Nous devons conjuguer tous les efforts afin d'identifier et appréhender les responsables de ces actes terroristes pour qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, a-t-il poursuivi. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali, théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec des rebelles séparatistes au nord, le pays reste en proie aux violences des groupes djihadistes, aux tensions intercommunautaires fomentées ou attisées par ces mêmes djihadistes et au trafic de toutes sortes ébranlant l'autorité de l'État qui ne s'exerce que sur des parties du territoire. Les violences se sont propagées du nord au centre du pays ainsi qu'au Niger et au Burkina Faso voisin. Au Nigeria, l'armée continue d'être une cible privilégiée des groupes terroristes. Des djihadistes ont tué au moins 38 personnes lors d'une attaque contre une garnison stratégique dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire. Des dizaines de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest se sont battus contre des soldats et des membres des milices soutenus par le gouvernement après l'attaque du village de Monguno, près du lac Tchad. Au moins 38 personnes ont été tuées dans cette attaque qui a duré 2 heures. Selon les habitants, les djihadistes étaient lourdement armés et ont commencé leur opération en libérant des prisonniers avant de mettre le feu aux bâtiments publics. Ils ont arrosé le village aux lance-roquettes, faisant plusieurs morts. Selon des sources, les djihadistes ont fui lorsque l'aviation militaire a lancé des frappes. Cette organisation terroriste et son groupe rival Boko Haram ont à plusieurs reprises tenté de s'emparer de Monguno, un poste de garnison stratégique situé à 135 km de la capitale régionale Maïdougouri. Mardi, des djihadistes ont tué 81 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs au nord du pays. L'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis l'an 2009. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé veut peser sur la présidentielle d'octobre prochain dans son pays. Le parti de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, le COJEP, vient de lancer une plateforme dénommée Voix du Peuple. Elle veut donc mobiliser 3 millions de nouveaux électeurs. Fort de ces 3 millions d'électeurs, la Voix du Peuple voudrait être en mesure d'auditionner chaque candidat à la présidentielle sur son programme, l'entendre sur le volet consacré à la jeunesse et peser sur le terrain, a expliqué Charles Blé Goudé depuis La Haye. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale, mais a vu sa liberté conditionnelle assouplie en mai dernier. Dans les jours à venir, vous allez
mobilisés dans les quartiers, dans les villages, pour sensibiliser vos concitoyens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Notre ambition, enrôler 3 millions d'électeurs, a déclaré Blé Goudé par visioconférence, suivi par une cinquantaine de personnes. Blé Goudé a été condamné en décembre 2019 à 20 ans de prison pour des crimes commis pendant la crise en Côte d'Ivoire. Il a à plusieurs reprises annoncé sa volonté d'être candidat à la présidentielle en 2025, mais pas en 2020. Pour le scrutin prévu fin octobre 2020, le parti au pouvoir a désigné en mars le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en France depuis le début du mois de mai pour des problèmes cardiaques. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ex-allié du président Alassane Ouattara, s'était déclaré le premier, mais fait face à plusieurs procédures judiciaires, dont une condamnation à 20 ans de prison et vit en exil en France. 10 années après la crise post-électorale de 2010 à 2011, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce très tendue. En Guinée équatoriale, le confinement imposé depuis mi-avril va être assoupli à partir de ce lundi. Une nouvelle mesure qui devrait donc permettre la reprise des échanges entre la partie insulaire et continentale du pays. Les détails. 2 mois après que les 2 principales villes du pays, Malabo et Bata, aient adopté des confinements stricts pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus, le début du déconfinement sur tout le territoire national à partir du 15 juin a été annoncé par un communiqué publié sur le site de la présidence. Les vols intérieurs reprendront également dès lundi, notamment entre la région insulaire où se trouve la capitale Malabo et la partie continentale du pays où se situe le port de Bata. Les vols internationaux pourront également reprendre, mais les personnes en provenance de l'étranger devront avoir un certificat de diagnostic négatif au coronavirus datant de moins de 48 heures. Dans ces 2 villes qui étaient soumises à un confinement plus strict qu'ailleurs, les commerces et les restaurants vont pouvoir ouvrir, ainsi que les lieux de culte. Les discothèques et les salles de fête devront cependant rester fermées durant cette première phase. Le port du masque et la distanciation sociale restent obligatoires dans les lieux publics. Selon le dernier bilan gouvernemental, la Guinée équatoriale compte 1664 cas positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie et 32 décès. En Algérie, le gouvernement a décidé ce samedi soir de maintenir le confinement partiel tout en allégeant le couvre-feu dans la plus grande partie du pays, une mesure prise en raison du nombre encore très élevé des contaminations liées au Covid-19 estimé à près de 11 000. Le confinement partiel à domicile reste obligatoire en Algérie, dans 29 des 48 préfectures du pays, dont celle d'Alger. Il a été totalement levé dans les 19 autres préfectures. En revanche, le couvre-feu imposé dans ces localités est allégé de plusieurs heures. Il sera en vigueur de 20h à 5h du matin contre 19h à 4h GMT initialement imposé. Après la reprise de certaines activités économiques et commerciales il y a une semaine, une deuxième phase du déconfinement progressif débute ce dimanche, sans pour autant englober la totalité des secteurs. La réouverture complète des cafés et restaurants restant pour l'instant exclus, notamment à Alger et à Oran, la deuxième ville du pays. Établissements scolaires et universitaires, stades, mosquées et salles de fête restent fermés. Les rassemblements et les transports entre les provinces sont toujours interdits. Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de lourdes amendes. Selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, publié samedi, 10 810 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 760 décès. En Tunisie, 3 nouveaux corps de migrants ont été repêchés dans la nuit du jeudi à vendredi après le naufrage de leur bateau, ce qui donc fait monter le bilan total à 55 morts selon un responsable de la protection civile. Parmi les victimes figurent des femmes et des hommes, aussi 2 enfants.
Après le naufrage d'un bateau au large de la Tunisie, 3 nouveaux corps de migrants ont été repêchés dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant monter le bilan à 55 morts. Il s'agit de 28 femmes, 25 hommes et 2 enfants. Une trentaine de corps a été enterré jeudi soir dans un cimetière près de Sfax, alors que les recherches menées par l'armée, les gardes-côtes et la protection civile se poursuivent au large de cette ville. Originaires d'Afrique subsaharienne pour la plupart, les victimes se trouvaient à bord d'une embarcation clandestine partie de Sfax en direction de l'Italie dans la nuit du 4 au 5 juin, selon des témoignages recueillis par les autorités. Dès mardi, des pêcheurs avaient alerté les autorités après avoir découvert des corps flottants au large des îles Kekena, près de Sfax. Le capitaine de l'embarcation, un Tunisien de 48 ans originaire de Sfax, fait partie des victimes et le tribunal a conclu à un naufrage. Cette nouvelle tragédie en Méditerranée est intervenue après une importante hausse début janvier des départs de Tunisie vers l'Europe, notamment de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, selon l'ONU. L'Égypte a dénoncé l'intransigeance de l'Éthiopie. Elle a accusé de vouloir la prendre en otage dans les négociations au sujet de méga barrages de construction sur Addis Abeba, sur le Nil, une infrastructure dont la construction inquiète le Caire et Khartoum. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, le barrage que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu est une source de forte tension entre Addis Abeba et le Caire depuis 2011. L'Égypte s'est dit samedi pessimiste quant à une avancée dans les négociations en cours sur le grand barrage de la Renaissance. Cela est dû, d'après les autorités du Caire, à l'intransigeance de l'Éthiopie qui, une fois encore, est apparue très clairement lors des discussions. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris mardi leurs discussions interrompues depuis le début de l'année en présence d'observateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'Afrique du Sud, alors qu'Addis Abeba a réitéré son intention d'entamer en juillet le remplissage du réservoir. Si l'Éthiopie voit le barrage comme essentiel à son développement et électrification, le Soudan et l'Égypte craignent que le barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau. Après 9 années de blocage dans les négociations, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions visant à trouver un accord entre les 3 pays. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité, essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.